quitté mon pays, le Congo, en 1997. La guerre venait d'éclater et donc il a fallu que j'emballe mes affaires, que mes parents me fassent partir dans des conditions assez difficiles. Je suis parti dans une soute d'avion militaire. J'ai appris en étant ruiné, fauché. Il est arrivé des fois où j'ai pas d'argent pour mettre du carburant dans ma voiture, Philippe, et que je dois demander 10 000 francs à mon père parce que je veux un rendez-vous très important. Je pense que ce qui se passe dans le mariage, dans un couple, c'est un deal que tu passes avec ta femme ou ton mari. Voilà. Et ça, le deal, c'est votre affaire. C'est pas l'affaire de la famille de se mêler de ça. Quand vous déménagez, comment ça se passe, le changement de vie? Ah, c'était violent. On réduit les charges au maximum, plus de gardiens, etc. Ce qui nous a d'ailleurs valu une fois d'être visités par des hommes armés. Je pense que le problème dans notre environnement, c'est l'écosystème financier. Il faut le diversifier. Ici, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des fonds d'investissement, mais ce n'est pas forcément le cas en Afrique centrale qui finance l'économie. Quand vous regardez les histoires d'entrepreneurs, que ce soit Facebook ou Amazon par exemple, ils n'ont pas été financés par des banques dès le départ. Vous avez toute une chaîne qui intervient à chaque stade de développement de l'entreprise. Et c'est pareil pour les banques. Les banques, elles ont des règles qui font qu'elles ne peuvent pas prêter à une entreprise qui n'a pas des états financiers sur 3 ans, par exemple. Elles ne peuvent pas prêter à une entreprise qui ne peut pas présenter de garantie. Alors, on ne peut pas leur demander de tordre leurs règles, d'enfreindre leurs règles pour prêter à des entrepreneurs qui ne satisfont pas ces exigences-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de solution pour ceci. Maintenant, notre travail en tant qu'entrepreneur aussi, dans la finance, c'est de pouvoir créer des véhicules qui pourraient répondre aux besoins spécifiques de cette population-là d'entreprise. Quel choix ils ont alors? Vous avez par exemple le capital risque, vous avez le venture capital. Tu peux définir à chaque fois parce qu'on est dans un monde dans lequel tout le monde n'a pas. D'accord, vous avez pas le jargon technique financier. Vous avez les business angels. Ce sont des institutions, des personnes qui peuvent aider des entreprises à démarrer en leur apportant les capitaux nécessaires au démarrage. Vous avez des fonds de capital risque qui, pareil, peuvent accompagner des entreprises dans leur phase de démarrage. Quand ces entreprises-là ont atteint une certaine taille, à ce moment-là, elles peuvent s'adresser aux banques. Je vais te donner un exemple. Tu es parti à l'école, mais tu as commencé par la maternelle. Tu n'es pas rentré au collège. Voilà, donc c'est pareil pour les entreprises. Il y a un circuit, il y a un cursus qu'elles doivent suivre pour pouvoir ensuite s'adresser aux banques. D'accord. Tu comprends donc que les banques ne prêtent pas beaucoup d'argent aux entreprises locales. Pour toi, ça ne te choque pas? Non, ça ne me choque pas parce que si elles ne sont pas éligibles aux conditions de financement, on ne peut pas leur demander d'enfreindre leurs règles pour justement satisfaire cette demande-là. Il revient par contre aux entrepreneurs de pouvoir s'organiser pour justement être éligibles par la suite aux critères des banques. D'accord, donc le procès qui est fait aux banques en disant qu'elles financent les multinationales et pas les entreprises locales, c'est un faux procès? C'est un faux procès et je l'assume. Tu es l'avocat des banquiers ce soir. Non, j'invite les entrepreneurs aussi à prendre leurs responsabilités et à organiser leurs entreprises. Pour pouvoir être éligibles. Exactement. Au financement. Parce que sans le financement... Alors, il se développe un phénomène, je veux t'entendre là-dessus avant que l'on avance un peu plus sur d'autres choses. Il se développe un phénomène maintenant dans nos pays qui est assez inquiétant. Ce sont des entrepreneurs qui font des levées de fonds. Oui. Tu trouves ça inquiétant? Non, mais laisse-moi terminer. En promettant des rentabilités extraordinaires, et qui se retrouvent à collecter l'argent des particuliers, parce qu'en fait c'est de ça dont il est question. Ils ne vont pas voir des institutions type des fonds d'investissement et autres, mais ils s'adressent au grand public qui leur fait confiance sur la base de rien du tout, puisque le public n'a pas de connaissances financières, donne de l'argent à ces entrepreneurs et 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, banqueroute, tout l'argent est perdu et tout le monde se met à dire non, l'entrepreneur nous a volé, il nous a arnaqué. Je ne sais pas si ça se fait au Congo, mais c'est très présent au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs maintenant, et même des jeunes, sont dans cette tendance-là de dire, comme les banques ne nous prêtent pas, comme on n'est pas éligible au financement des institutions, on va aller prendre l'argent des particuliers. Bon, je ne sais pas dans quelles conditions ces opérations-là se font, mais de ce que je sais, lorsqu'on sollicite le grand public, ce sont des opérations réglementées. Tout à fait. Voilà, donc il y a des conditions. Si quelqu'un vous promet du 10%, vous êtes peut-être victime de votre... ignorance ou cupidité? De votre ignorance ou de votre cupidité. Les deux. Voilà. Donc, qui on doit plaindre? Les deux. Les deux. L'entrepreneur qui procède ainsi. Et celui qui
est cupide. Qui est cupide, Voilà, effectivement. parce que Et toi, à partir de 10%, tu estimes que c'est déjà dangereux? Moi, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. 10%? Bien sûr. Les gens promettent 40, 50, 60%. Je ne sais pas comment ils font ça, mais bon, moi, j'aimerais savoir comment ça se fait. Grâce à Excel. Grâce à Excel. Les calculs, tout est Excel, sur Excel, tout marche très bien. Excel, c'est virtuel, vous mettez 10 000, on va acheter ça. Après, on va avoir 150 000, on vous donne 10 000. Bon, ça c'est. Nous, tu as entendu parler des phénomènes des pyramides de Ponzi qui se multiplient. La COSUMAF a d'ailleurs fait des alertes à plusieurs reprises. Bien sûr, mais justement parce que pour pouvoir solliciter l'argent des fonds du public, ce sont des opérations encadrées. Ce sont des appels à l'épargne publique. Voilà, ce sont des opérations qui doivent être autorisées par le régulateur. Donc, ceux qui font des opérations en dehors de ce cadre fixé par la réglementation s'exposent à ce dont tu viens de parler. Je pense que tu ne suis peut-être pas, mais il y a tellement de personnes qui font ça. Si, je suis. Ok, parce que tu fais l'ignorant, alors, mais il y a tellement de personnes qui procèdent comme ça de nos jours. Je suis l'actualité, j'ai vu les alertes de la COSUMAF dans ce sens. Donc, bon. Après, c'est une question de bon sens, de vigilance aussi. Et voilà. J'ai appris en étant ruiné, fauché. Ah oui? Mais bien sûr. C'est-à-dire que on n'a pas... Je pense que c'est peut-être pareil pour toi. Moi, je n'ai pas eu d'éducation financière. Tout à fait. Quand je suis arrivé en France à 18 ans, on ne m'a pas expliqué comment ça marche, comment le système marche. Pour moi, je croyais qu'en France, il y a des murs, tu mets ta carte dans un mur et puis on te sort de l'argent, que tu en aies ou que tu n'en aies pas. D'accord? Ah oui, carrément. Mais bien sûr, les découvertes, qui n'a pas vécu de découvertes? Peut-être toi, parce que je sais que tu es un monsieur très... Ouais, j'ai pas connu des découvertes. Très sérieux, mais moi, j'ai usé et abusé des découvertes. Donc, je n'ai pas d'éducation financière. Et plus tard, quand je me lance, j'ai un grand frère qui est ici à Abidjan, qui s'appelle Serge Tidiane Diop, qui faisait la même chose qu'Ariès, mais ici, il a fait de très belles transactions. Donc, à Brazzaville, je le contacte. On échange déjà par mail. Et lorsque je viens donc ici à Abidjan pour la première fois, je cherche à le voir et il me reçoit chaleureusement. Et là, on discute, on sympathise. C'est vraiment une relation de grand frère à petit frère. Et là, il me dit, le métier que tu vas faire n'est pas simple. Tu pourras gagner de très grosses sommes d'argent un jour et attendre peut-être 2 ans pour gagner la même somme si ce n'est plus. Donc pendant ce temps, il faut que tu t'organises pour pouvoir gérer la période où tu n'as pas de rentrée d'argent. Et donc il m'a donné une règle simple, 30% pour le fonctionnement et il faut également mettre de côté pour couvrir au moins 1 à 2 années de charges. Donc, se constituer une épargne. Dans les 30%. Tu as 30% pour le fonctionnement. Oui. 30% pour l'épargne. Ah oui, carrément. Ah oui, si tu peux ensuite, donc on est déjà à 60%. Oui. 30% que tu peux investir et les 10%, c'est la dîme. Donc tu peux faire des actions des dons, de générosité. Des choses comme ça. Ok. Voilà. 30, 30, 30, 10. C'est ça. 30% pour le fonctionnement. Ok. Qu'est-ce que tu mets dans le fonctionnement? En tant qu'entreprise, tu as des charges. Il faut que tu puisses... là, c'est de l'argent de l'entreprise? Oui. Ok. Oui, donc, quand l'entreprise gagne de l'argent, tu remets 30% pour le fonctionnement. 30% pour le fonctionnement. Tu dois épargner pour couvrir les périodes où tu ne vas pas avoir d'argent. Et tu dois te permettre aussi d'investir, de faire des placements, par exemple. Ça, moi, je ne savais pas. Mais ce qui est valable pour une entreprise est valable également pour un individu, pour une personne physique. Donc aujourd'hui, tu vas gagner 1 million, considère que tu n'as que 300 000 que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux. Si tu veux inviter ta femme au restaurant, c'est dans les 300 000, n'est-ce pas? 300 000 en épargne, 300 000 en investissement et les 10%, les 100 000 qui restent, c'est pour la dîme. Donc si tu dois faire, je pense que ça marche pareil ici, si tu as des anniversaires, des décès où tu dois cotiser, c'est dans les 10%. Donc si quelqu'un vient te demander et que tu as déjà épuisé ton enveloppe dedans, 10%, tu dis que tu n'as pas. Et comment ça c'est pas mal pris ça? Comment on fait pour dire non à ses proches? C'est moi qui sais ce que j'ai dans mon compte, non? Oui, mais tu sais que les gens, pour eux, quand tu ne leur donnes pas l'argent, tu n'es pas gentil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'as jamais perdu des amitiés à cause de l'argent? Pas du tout. Des relations? Non.
S'ils partent pour ça, c'est qu'on n'a rien à se dire, c'est tout. Donc je dirais même bon débarras. Bon, je suis peut-être cynique, hein, excuse-moi. Mais non, je n'ai pas eu ce genre de situation-là. Très intéressant. C'est la rigueur, Philippe. Oui. Parce que quand tu seras sur la paille, ils ne seront pas forcément là pour t'aider. Donc il faut quand même... Tu as connu des moments difficiles qui t'ont assagi par rapport à ça? Ça a été quoi tes moments difficiles, par exemple? Écoute, il est arrivé des fois où j'ai pas d'argent pour mettre du carburant dans ma voiture, Philippe. Et que je dois demander 10 000 francs à mon père parce que je veux un rendez-vous très important. Ah ouais? Il me donne 10 000 francs. 10 000 francs? 10 000 francs pour mettre du carburant dans la voiture, Philippe. 15 euros? 15 euros. Ah ouais, là, ça prend l'humilité. Hein. Ah oui, ah oui, voilà. Là, quand même. Voilà. Donc, 10 000 francs? Oui, monsieur. Ah, c'est compliqué. Voilà. Pour mettre du carburant, pourquoi tu vas pas en taxi? Là, c'est pas un point intéressant. Pourquoi tu gardes certains appareils? Parce que tu avais déménagé. Mais pourquoi tu as voulu garder tu l'avais acheté, ta grosse voiture? Ma voiture, elle était à moi. Donc, est-ce que je devais prendre le taxi pour aller en rendez-vous? Et tu vas arriver en sueur au rendez-vous? Je me souviens, mon père m'a dit de garder la chemise blanche. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, c'est pas faire du show-off, hein, c'est pas la frime. C'est juste qu'il faut être correct. Faut être correct, voilà. Il faut respecter son client. Donc, tu peux pas arriver en rendez-vous en sueur parce que non, ça se fait pas. Donc, oui, j'ai demandé 10 000 francs. Et comment il a pris ça? Il m'a donné. Oui, mais il dit quoi? Il m'a dit, mais tes affaires, là, c'est comment? Je dis, mais écoute, je travaille dur. C'est pour ça que je viens te voir. Investis. Et puis, il m'a aidé.